m'appelle Jean-Paul Michel, je suis l'animateur du réseau social laïque. Je vais intervenir sur la progression de l'intelligence artificielle dans le marché unique en France. Donc effectivement, comme l'a souligné la précédente intervenante, la progression de l'intelligence artificielle dans les entreprises est un fait. L'autre fait est que ces entreprises sont dans un contexte économique issu d'une construction politique, le fédéralisme européen néolibéral. Un rappel du contexte est nécessaire pour rappeler qu'une technologie n'est pas un don du ciel. Elle s'installe dans un contexte politique et économique. Le contexte politique, c'est le fédéralisme européen néolibéral. Son moyen est le marché unique. On ne rappellera jamais assez qu'il faut cesser de raisonner par rapport à l'individu pour comprendre toutes les implications de l'installation d'une mutation technologique. En effet, elle implique d'abord un corps social au travers des individus. Ces derniers sont d'abord préoccupés par leur activité quotidienne. Ils sont des consommateurs pour qui cette technologie est d'abord un facilitateur. Ces individus, dans leur grande majorité, ne se préoccupent jamais des conséquences sociales de cet usage. Or, dans un marché unique, dont les déterminants économiques sont connus, compétitivité, croissance, dividendes, là c'est une parenthèse, il s'agit d'abord de s'intéresser au producteur avant le consommateur. Tout d'abord, le producteur. Les prévisions sur l'emploi interpellent. En France, dans une étude pour l'INSEE, un cabinet de conseil, Roland Berger, estime que 42% des emplois étaient menacés dans un horizon de 10 à 15 ans. Le Conseil d'orientation pour l'emploi, rattaché au Premier ministre, prévoyait que 10% des emplois étaient menacés de disparition, mais que 50% des emplois seraient potentiellement automatisés à plus de 50%. D'autres études sont plus ou moins dans ces chiffres. Dans l'étude Villani, qui date de 2017, les emplois les plus exposés seraient ceux de maintenance à 21%. Devant les postes les plus qualifiés, à 6%, il y a une catégorie autre, 13%, qui n'est pas identifiée. Ce constat devrait faire frémir n'importe quel citoyen. En effet, l'application de cet outil dans la répartition de la chaîne de valeur ajoutée dépasse largement celle des outils précédents. Cette fois, l'automatisation concerne des métiers qui n'étaient pas concernés. Par exemple, des traducteurs, des journalistes, des programmateurs informatiques. Ce que l'on qualifiait de métiers de haute valeur ajoutée, parce qu'ils n'étaient pas automatisables, et basés sur un certain degré d'expertise, est relégué. Concrètement, de nombreux radiologues du secteur privé pourront être remplacés par un aide-soignant avec ces progrès de l'imagerie médicale. C'est aussi valable pour les journalistes. On ne s'est pas consulté avant. Aussi, si cette nouvelle machine n'a rien d'intelligent, elle va toucher des segments de valeur ajoutée que la mécanisation n'atteignait pas auparavant. Fort peu d'études existent sur le nombre d'emplois et non d'entreprises qui sont détruits pendant que d'autres sont créés dans le processus de destruction créatrice de Schumpeter en France. Je joue mon petit économiste moyen. Ce qui fait frémir, c'est leur fausse naïveté. En effet, si 50% des emplois voient leurs tâches automatisées à 50%, potentiellement c'est 25% des emplois qui disparaissent. Surtout si le marché unique continue d'exacerber la concurrence des coûts dans le travail au détriment du projet de société. Il existe dans les rapports une incapacité à imaginer que l'arrivée de l'intelligence artificielle ne produira pas des réorganisations qui conduiront aux suppressions d'emplois pour accroître la productivité. Leurs raisonnements sont d'abord centrés sur les métiers et seuls comptent la capacité d'automation complète, comme le rapport de l'OCDE le montre en 2016. Ces gens n'ont assurément pas compris, et encore je suis gentil, la capacité de transformation des organisations pour optimiser les ressources humaines dans un paradigme technologique qui change. Et je vous renvoie quand même aux travaux de Touraine de 1980, sociologue libéral sur les réorganisations
Et si vous voulez, je vous fais un cours sur les théories des organisations. Aussi, dans un rapport de France Stratégie, dans le scénario travailleurs augmentés, 80% des tâches peuvent être automatisées et 20% restent à la charge de l'individu dans les centres d'appel téléphoniques. Les rapports actuels insistent sur les relations humaines comme facteur de préservation de l'emploi, mais ils n'approfondissent pas. Ainsi, dans le diagnostic, qu'est-ce qui empêche une IA de détecter 80% des maladies bénignes d'un médecin généraliste qui nécessite néanmoins un rendez-vous? Il existe encore quelques frontières techniques, mais le problème majeur, c'est la responsabilité. Aussi, en raisonnant sur le métier, on obtient la réponse suivante. On aura toujours besoin de médecins. Mais le problème, c'est combien? La différence entre un raisonnement parfaitement fictif et un raisonnement lucide dans un environnement économique concret, c'est combien? Pour reprendre l'exemple des centres téléphoniques, dans un univers concurrentiel réel et concret, sur un périmètre de 10 personnes, 8 perdront leur travail. Bien évidemment, si le travailleur n'est pas augmenté mais subordonné à l'ordinateur, comme le travailleur de Marx l'était par la chaîne de production, je vous renvoie à Charlot et les temps modernes, eh bien il n'en reste plus qu'un. De même, des journalistes augmentés verront leur nombre diminuer. Alors les économistes en herbe vont me rétorquer qu'il va y avoir création en me ressortant Schumpeter. Certes, il y aura des créations d'emplois, mais combien? Forcément, des métiers nouveaux se créeront, mais compenseront-ils les anciens? Les débats sur les bénéfices de l'informatisation sont là pour en témoigner. La théorie de Fourastier ou du compromis fordiste, la croissance du marché et donc des activités est plus importante que la destruction d'emplois, ce qui crée des emplois malgré la productivité, ne s'applique pas forcément très bien sur l'automatisation de l'information et du service. En effet, pour les services, c'est plus compliqué de chercher la productivité issue de cette information, de cette informatisation. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Solow. Je continue à jouer mon économiste moyen. Bien, pas mal. Néanmoins, des gains de productivité sont là, sinon les entreprises ne feraient pas les investissements. Le compromis fordiste était bon pour l'automobile, dans un marché en expansion, mais que se passera-t-il dans un marché saturé? Or, nos marchés occidentaux sont saturés. De même, le compromis fordiste n'intégrait pas les délocalisations qui sont la caractéristique du marché unique européen. Dans cette réalité, concrètement, potentiellement, sur un salariat de 28 millions en emploi auquel on doit ajouter 3 millions de non-salariés, c'est un quart des emplois qui sont menacés. C'est simple, hein, 50%, fois 50% égale 25%. On obtient 8 millions d'emplois menacés. Le monde combien devient alors capital? Va-t-on créer en France 8 millions d'emplois? Selon France Travail, l'intelligence artificielle créerait entre 1,5 et 3 millions d'emplois. Selon McKinsey, à qui l'on peut vraiment faire confiance, 4 millions. Faites la différence vous-même. Cela devient très concret pour l'individu retraité. Combien de personnes pourront payer les retraites? Parce qu'on va rappeler une règle simple dans un univers peuplé de débilité mentale. Les pensions sont des salaires et des impôts. Sans salaire, pas de pension et pas d'impôts non plus. Aujourd'hui, comme hier, c'est le chômage qui crée en premier lieu les déficits des garanties collectives, retraite, santé, etc. Or, comme tout système social, il peut aussi disparaître. Si les retraités s'imaginent qu'ils ne sont plus concernés, ils se gourrent. Si les gens situés à Bac+5 s'imaginent que cette technologie ne touchera que les gueux à moitié instruits, ils se gourrent. Ensuite vient le consommateur. Avec l'intelligence artificielle, des mécanismes déjà présents dans les réseaux sociaux, surveillance, incitation intrusive,
se renforceront. Pour les consommateurs, autrement dit le peuple, les observations déjà effectuées dans les réseaux sociaux qui privilégient les contenus ayant le plus de recommandations avec des algorithmes opaques se retrouveront puisque le jeu de données initial pour construire le programme de l'ordinateur dépend des normes du programmateur. Les moyens de propagande, publicité massive, réseaux sociaux, médias, accompagnent notre vie quotidienne, ce qui permet d'évoquer un capitalisme de la séduction. Je sais qui kiffe sur le capitalisme de la séduction. Un capitalisme de surveillance. Je vous renvoie à Pulskar et à Forster et Max Scheiner. Bref, d'évoquer les moyens par lesquels le mode marchand se met en position de faire des consommateurs des rouages du marché. En effet, une de ces incertitudes du marché repose sur la demande d'un produit dont on ne sait pas s'il va être consommé ou pas. C'est la réalisation sociale qui crée de la valeur. Cet aspect se contrôle de plus en plus puisque le comportement du consommateur peut être anticipé sur une gamme de produits. C'est vos petites incitations et vos notifications. Oui, j'en suis là. Les données comportementales sont alors une grande force pour les GAFAM, puisque leurs produits, c'est nous. Ils n'investissent pas simplement dans du sang de cerveau disponible. Ils ne stimulent pas simplement du désir. Ils arrivent à penser avant nous ce que nous allons désirer. De là à dicter nos désirs, il n'y a qu'un pas. La consommation, c'est la liberté, alors pourquoi s'interroger sur celle-ci? Ainsi, la voiture rend libre, la cigarette rend libre, la possession du dernier iPhone rend libre, l'achat rend libre. Comment saurez-vous, vous, que vos choix sont libres si vous êtes enfermé dans une bulle cognitive à l'insu de votre plein gré? Parce qu'elle est bien là, la différence. Il ne s'agit pas de répétition, devant lesquelles des mécanismes de défense mentaux peuvent se mettre en place. Indifférence devant la publicité, on ne regarde pas toutes les publicités. Des fois, on va aux toilettes, dans la salle de bain, au moment des publicités. Il s'agit d'un enfermement culturel, c'est-à-dire qu'on va se baser sur vos préjugés pour créer une bulle cognitive. À partir de vos choix concrets de consommation. Si vous êtes un révolté, on vous dirigera vers des révoltés, dont les ouvrages et autres critiques sont aussi des marchandises. Même la révolte sera un choix guidé. Bien évidemment, cette liberté sera surveillée. Nous aurons le droit de choisir la couleur de notre cellule, dont nous n'avons même pas deviné que les algorithmes nous l'avaient suggéré. Mais il sera difficile d'en sortir, y compris par la culture. D'ailleurs, comment un enfant va-t-il apprendre à réfléchir s'il n'a plus d'efforts à faire? Parce qu'à bien y réfléchir, on pourrait s'interroger sur l'avenir cognitif des enfants qui apprennent à réfléchir non pas simplement par l'enseignement de leurs parents, mais surtout par l'intermédiaire de l'école publique. Or, pour apprendre à réfléchir, il faut faire des efforts et des devoirs. Certains plus que d'autres d'ailleurs, parce qu'on n'hérite pas toujours d'un capital culturel familial qui permet d'affronter les règles de l'apprentissage cognitif scolaire. Une chose est sûre, pas d'effort, pas d'apprentissage cognitif. Or, pourquoi fournir un effort pour faire un devoir lorsque l'intelligence artificielle répond aux questions? Cette domination cognitive ne sera pas pour autant pacifique, puisque le message peut changer selon les intérêts. Or, pour un marchand, il n'y a pas de différence entre les produits. Ils peuvent être politiques et s'appeler liberté. La compétition du monde multipolaire est ouverte. Bientôt, nous aurons peut-être la guerre en libre. Il y a donc aliénation et prolétarisation. Il y a donc un risque d'aliénation et prolétarisation généralisée. Alors, que faire pour reprendre Ulyanov? Dit Lénine.
Cessez d'imaginer qu'échanger des idées comme nous le faisons aujourd'hui est inutile ou un simple moment de distraction. Rien n'est plus difficile que de faire changer une idée ou de remettre en cause une aliénation. Commencez par reproduire ce type de réunion. Commencez par tenter de concerner des gens autour de vous. Vous percevrez déjà une première difficulté réelle à les sortir de leur routine. Le nombre d'absents que j'ai enregistré le montre aussi. Enfin, sortez de l'idée que les partis politiques ou nos institutions pourront gérer. Nous ne sommes plus en démocratie, c'est un fait depuis 2005. S'il n'y a pas d'étude digne de ce nom, c'est qu'il est admis que le marché se chargera de l'intégration de cette technologie. Donc, personne ne fera rien. Le mot citoyen n'est pas qu'un droit, mais un devoir qui exige de cesser d'être un spectateur avide de distraction et de shoot d'adrénaline. Nous ne sommes pas une foule, mais un peuple. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais d'être lucide pour décider de notre avenir qui nous échappe. J'ai fini.